Bonjour à tous, je réalise une vidéo que je vais appeler la fidélité, donc qui concerne les victimes, enfin le langage des victimes de la perversion narcissique, comment elles s'expriment à l'extérieur, comment elles expriment les choses, comment elles vont construire leur raisonnement, leur psychisme, comment elles vont élaborer un certain langage, une façon un petit peu d'appréhender le monde extérieur. Et pour cette vidéo, on va développer sur la fidélité. C'est une vidéo qui n'est pas facile pour moi à réaliser. Je vais essayer d'en oublier le moins possible. Mais je vais surtout essayer de vous donner des clés. Et c'est des clés d'une certaine compréhension. Ces clés ouvrent des portes. Vous avez la clé, vous ouvrez la porte et vous allez vous-même un peu plus loin pour essayer de comprendre et pour essayer de vous délivrer du mal. Essayer de comprendre les mécanismes que vous allez mettre en place ou les mécanismes que vous allez remettre en place en permanence. J'ai expliqué tout d'abord que dans les précédentes vidéos, que les personnes ne tiennent pas leur place. On est donc dans un monde où les personnes sont un peu amovibles. Alors, quelle est la place de chacun quand on est conjoint? Quelle est la place? Souvent, en fait, la personne qui a été victime, elle a besoin de redéfinir la place de chacun. C'est quoi la place de chacun? Et quel est l'intérêt? Quel est mon propre intérêt de comprendre cette place? Quel est l'intérêt pour l'autre? C'est compliqué pour la victime. La fidélité, c'est un mot qu'on peut utiliser dans différents domaines. Vous avez par exemple en politique, vous avez vos politiques qui sont infidèles. Ils sont infidèles à la République. Ils sont infidèles à certains principes, à certaines valeurs. Vous avez donc la fidélité dans différents domaines. Être fidèle à soi-même. C'est compliqué d'être fidèle à l'autre quand on n'est pas fidèle à soi-même. Être fidèle à soi-même, c'est d'avoir pu, à un moment donné, être soi-même et lui être fidèle dans la majeure partie des circonstances qui peuvent se présenter. Je suis fidèle à moi-même. Je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes. Et on est dans un monde, sauf si vous êtes privilégié, mais sinon, on est dans un monde où c'est très difficile d'être fidèle à soi-même. Vous allez parfois travailler dans des entreprises et faire des choses que vous n'aimez pas. Vous êtes obligé d'accepter des emplois pour payer, vous n'êtes donc pas fidèle à vous-même. Mais vous êtes dans un système aujourd'hui économique, vous êtes esclave de ce système économique, et on est obligé de s'adapter comme ça aux circonstances. En fin de compte, tout est question d'assise, de solidité dans ce soi. Je suis, et il est très solide. Je suis et je l'impose. Et la victime donc de la perversion narcissique, pas toutes, parce qu'il ne faut pas non plus mettre toutes les victimes, celles qui sont nées en tout cas entre guillemets en captivité, dans le cadre de l'infidélité. Il y a les victimes sont toutes plus différentes les unes que les autres. Il y a des personnes qui sont très actives, il y en a qui sont passives. Il y a des personnes qui vont uniquement s'autodétruire, elles sont tout le temps trop gentilles, elles vont passer leur temps à s'autodétruire elles-mêmes, à s'user elles-mêmes, sans forcément être dans des cadres pervers avec les autres. Il y a des personnes qui vont s'autodétruire et détruire par la même occasion le conjoint, l'environnement, les enfants, etc. Puis après, vous avez moi ce que j'appelle le vrai pervers narcissique, qui est à l'image de l'homme politique, un petit peu comme Balkany, Sarkozy, etc. Des gens qui passent leur temps à leur réussite personnelle, qui savent très bien manipuler les autres, passer les bons messages, user les autres. L'usure est très importante. Il faut comprendre aussi que dans cette vidéo, je ne vais pas parler que de la victime, je vais parler aussi de l'environnement. On est dans un monde de consommation et on se consomme les uns et les autres. La morale est tombée au plus bas. On est dans un effondrement psychique. La morale est tombée au plus bas, donc c'est difficile d'être plus bas que cette morale. Mais il y en a qui le sont, qui sont encore plus bas que cette morale. Si aujourd'hui je rencontre une femme, cette femme me plaît, alors moi je vais l'aborder avec respect et je vais dire à cette femme, j'aimerais t'épouser, j'aimerais construire ma vie avec toi, avoir des enfants avec toi. Dans la majeure partie des cas, la personne va me dire, non, c'est trop tôt, il faut attendre un petit peu. Si vous allez chez un concessionnaire automobile, vous pouvez essayer les bagnoles, vous pouvez les essayer. Vous pourrez essayer la bagnole moins longtemps que la femme.
Voilà le monde dans lequel on est aujourd'hui. La forme de respect qu'on a pour l'autre, quoi. On va s'essayer, quoi. Alors qu'autrefois, c'était différent. Mais je n'idéalise pas autrefois. Autrefois, on était toujours dans une pauvreté en termes de science, de connaissances, d'éveil. Donc, si on se mariait directement, on faisait des enfants, on avait une chance sur combien de tomber sur la bonne personne et de pouvoir au moins être heureux. On a plus de 2500 ans de retard sur la sociologie, la psychologie, cet éveil, ce développement de l'esprit. On a 2500 ans pour moi de retard. Et on a créé une société qui pense en fonction de son système économique. On est véritablement au service d'un système économique qui, lui, n'est pas à notre service. Donc bien comprendre que déjà, il y a l'histoire de la personne, l'histoire de la victime, mais il y a aussi la société, la façon de penser de cette société qui, elle, est dans l'usure et dans la consommation, qui, elle, est dans la compétition. Dans la compétition, tu ne peux pas exprimer les choses. Tu dois toujours montrer le meilleur de toi-même. Et c'est souvent là qu'on va retrouver, moi, ce que j'appelle le pervers narcissique ou la perverse narcissique, la vraie, c'est l'hyper-compétitrice, quoi. C'est la personne qui détruit les autres avec un très grand sang-froid et qui est coupée de ses émotions complètement. Elle a véritablement basculé dans le côté obscur. La personne n'a pas été reconnue, la victime n'a jamais été reconnue. Alors si vous êtes le conjoint, souvent ça va être déconcertant, parce que vous pouvez être dans des démonstrations affectives avec vous, et puis le lendemain avoir l'impression de n'être rien pour la personne. La personne, je vous ai expliqué qu'elle était dans un dialogue intérieur. Il y a deux personnes qui discutent à l'intérieur en permanence, et la personne est très souvent mythomane. C'est une mythomane, la personne. La personne qui ment, c'est souvent, qui va simplement mentir, mais qui n'est pas mythomane, elle veut éviter un conflit, elle va mentir pour éviter un conflit. On est très nombreux à mentir très souvent. Par exemple, il y a une situation un peu ambiguë, mais il n'y a pas d'intérêt. Vous allez dire je m'excuse, mais c'est un mensonge parce que ce n'est pas à vous de vous excuser. Mais vous vous excusez pour vite passer à autre chose. Parce que vous pensez que la personne, vous ne pourrez pas discuter avec. C'est un mensonge. On ment, on arrange tout un tas de choses. On ment souvent aussi à nos enfants pour ne pas les angoisser. On ment. Le mensonge est aussi permanent dans cette société. Faut-il mentir, ne pas mentir? Est-il des façons? Après, chacun depuis sa position on va tous voir les choses d'une façon un peu différente par rapport au mensonge. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. C'est juste de dire que la personne, elle est mythomane. Et le mythomane, c'est quelqu'un qui discute, qui a une discussion intérieure, à l'intérieur, et qui s'arrange la vérité pour se rendre lui-même en permanence acceptable face à des actions qui ne le sont pas. D'un côté, s'il est infidèle, il va trouver des arguments positifs à son infidélité. Non, oui, mais de toute façon, les autres le font, c'est bien pour ça, etc. On va aménager une forme de réalité où ça pourrait être bien. Avec le conjoint, on ment, mais on se ment à soi-même. C'est ça le mythomane. Hein. Il se rééquilibre au travers de ses mensonges et il aménage une réalité en permanence. Il l'aménage. Il a besoin d'aménager cette réalité. Pourquoi? Aussi parce que depuis qu'il est né, ses parents ont arrangé cette réalité comme ça. Eux, ça les arrangeait. Souvent, la victime n'a pas pu exprimer des choses naturellement. Tiens, j'exprime quelque chose. Alors ce que j'exprime est très mal reçu. Tu vas être puni pour ce que tu as exprimé. Tu vas être humilié. Alors elle commence à élaborer ce langage avec l'extérieur, où elle réfléchit, commence à réfléchir à qu'est-ce que je dois dire, non pas qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je dois dire pour ne pas être humilié, puni, etc. Imaginez comment elle se construit psychiquement avec le monde extérieur. Qu'est-ce que je dois dire? On n'est plus dans un cadre simple, spontané, on n'est plus dans l'initiative, on n'est plus dans tout ça. On se contrôle, on fait attention à tout ce qu'on dit. Et c'est cette forme de réalité dans laquelle la personne va continuer après à vivre. Vous qui êtes le conjoint, c'est complètement déconcertant, quoi. Vous n'arrivez pas à comprendre la personne. Vous avez souvent l'impression qu'il y a plusieurs personnes, ou il y en a au minimum deux des fois. C'est hyper déconcertant, quoi. La personne avec qui vous vivez, soit
ce schéma dans lequel elle est d'ultra séduction, parce qu'elle vit au travers du regard des autres, je vais y revenir, mais ce schéma dans lequel elle est-elle dans un schéma de réussite? Elle a un sentiment de réussite. Ça va dépendre de l'âge, il y a plein de choses qui vont entrer en compte. Mais par exemple, il y en a qui sont dans un schéma de réussite, ils ont un sentiment de réussir. Enfin, j'arrive à attirer l'attention sur moi, enfin j'ai de la puissance, parce qu'en réalité c'est de l'impuissance. Donc la personne a un sentiment de puissance sur le monde extérieur. J'arrive à séduire le monde extérieur, alors, admettons que ce soit une femme, j'arrive à faire jouir les hommes. Enfin on s'intéresse à moi. On va faire un peu de cuisine pour vous donner un petit peu une image intéressante de ce qui se passe. Parce que vous qui êtes le conjoint, j'espère que vous avez une citerne, parce que la personne, c'est l'équivalent de ça en fait. C'est une passoire. Et les trous ont été percés par la famille. Tout a été percé. Et la personne n'arrive plus. La personne n'est pas dans l'autosuffisance. Elle vit au travers du regard des autres. Toute son existence est basée suivant le regard des autres, puisque ce schéma s'est établi avec les parents. Et elle a besoin en permanence d'être reconnue, d'être aimée, etc. Le sexe. Le sexe, c'est facile, hein, je vous ai dit, il y a la matière, il y a l'esprit. Et bien dans la matière, le sexe, ce sont des petits boutons sur lesquels il faut un petit peu insister, et puis tu vas donner du plaisir aux autres. Je suis puissant, je donne du plaisir aux autres. Et il y a l'esprit aussi. Et c'est un petit peu comme si on essayait de remplir l'esprit en passant uniquement par la matière. Tu peux faire jouir la matière, tu peux faire jouir aussi l'esprit. Mais la personne est complètement focalisée dans la matière. Et elle a des résultats. Par exemple, ma mère biologique était une femme très jolie, très séduisante, un visage angélique, avec une personnalité qu'on appelle un peu femme-enfant, et très attirante donc aussi pour les hommes, puisque les hommes aiment être des maîtres, aiment ressentir une forme de puissance. Et quand tu es avec une personne qui est un peu femme-enfant et qui est aussi très ignorante, puisque ma mère ne savait à peine lire et écrire, elle était très inculte. Alors il y a ce sentiment de puissance chez les hommes, il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place et une forme de succès par rapport à la séduction. Ma mère allait chez les personnes qui la vampirisaient, qui ne la reconnaissaient pas. Ces personnes-là donc l'épuisaient, elle s'épuisait à vouloir les séduire. Ensuite, quand elle repartait, c'était souvent le week-end, ça se passait le week-end, la semaine, elle était tellement vidée et elle s'était tellement prostituée avec des personnes qui la regardaient de la mauvaise façon qu'elle avait besoin d'une dose très importante de reconnaissance. Alors elle allait séduire. Et mon père biologique, mes beaux-pères, ne pouvaient pas fournir, n'étaient pas ces citernes qui peuvent fournir en permanence ça. La personne se lasse. Et elle a besoin d'une certaine quantité. Elle a besoin, dans ce rapport avec le monde extérieur, d'être séduisante, d'être acceptée. C'est une forme de toxicomanie, une forme de drogue après. Parce qu'on vit véritablement au travers du regard des autres. Et cette société est comme ça. Tout est basé dans l'image, on est dans des rapports qui sont très superficiels. On est en plus dans une société, ça va être une petite parenthèse. Imaginons que le village dans lequel je suis, ce soit une maison. Les rues sont des couloirs et les maisons sont des chambres. Autrefois, il n'y avait pas autant de portails, de hauts portails fermés. Par exemple, la plupart des fermes qui sont ici n'avaient pas de portail. Et là, il y a 2 ans, l'une des fermes a installé des portails et a tout fermé. On s'enferme les uns et les autres. Et les gens dans cette maison se retrouvaient dans la salle des fêtes, se retrouvaient au stade, se retrouvaient à des endroits. Ils faisaient des fêtes très régulièrement, plusieurs fois par mois. J'ai passé beaucoup de temps avec les anciens ici, qui pour beaucoup aujourd'hui sont partis. J'ai passé beaucoup de temps à parler avec eux. Comme l'une des dernières personnes avec qui j'ai passé du temps avait 102 ans. Et elle m'a raconté l'époque où il n'y avait pas d'électricité, l'époque où il n'y avait pas de télévision. Tout le monde se retrouvait. De là, tu apprends plein de choses. Parce que les relations que nous avons, elles sont très électroniques aujourd'hui. Mais on a véritablement besoin d'apprendre à vivre les uns avec les autres. Ça s'apprend, c'est un apprentissage et il nous faut une expérience sur le terrain.
Donc aujourd'hui, quand je me promène dans les rues du village, dans le couloir, toutes les chambres sont fermées. Les familles sont comme dans sont un petit peu comme des sectes. Elles sont enfermées sur elles-mêmes. Alors ça dépend des villages, ça dépend des circonstances. Mais au travers de l'organisation qu'il y avait avant, nous n'étions pas dans l'oisiveté. Il y avait la moisson, tout le monde participait à la moisson. On participait à tout un tas d'activités communes ensemble. La personne qui naissait dans le cadre de la perversion, par exemple, allait pouvoir se construire avec une autre famille. Dans la journée, tu pouvais rejoindre une autre mère, une autre grand-mère, une autre sœur. Et aujourd'hui, on s'est énormément isolés les uns des autres. On n'a jamais autant communiqué, mais d'une façon très superficielle. On a aussi cet effet-là, c'est-à-dire la richesse de la nourriture sociale. On se nourrit les uns des autres. On est dans des relations, ça je l'ai déjà un petit peu expliqué. Et on a besoin de cette nourriture et de s'équilibrer. On est donc aujourd'hui, il faut prendre ce paramètre-là aussi en compte. Pour ma part, je suis dans un exil. Je suis dans un exil physique, psychologique et spirituel. J'ai décidé d'une partie de cet exil et des choses se sont imposées à moi au travers de circonstances. J'étais quelqu'un de séducteur. Je n'aimais pas l'infidélité, mais la séduction t'amène à l'infidélité. J'ai bien expliqué, hein, vos pensées précèdent les actions, etc. Et tu finis toujours par tomber dans des panneaux. Pour ceux qui veulent changer, qui ne sont pas pour le moment dans un cadre de réussite, ils ont un sentiment de réussite, je suis puissant, je suis fort, je séduis. Il a fallu que je m'isole. Et un petit peu comme un toxicomane, je m'isole de mes dealers, je m'isole des autres toxicomanes aussi. Parce que tu t'entoures aussi parfois de personnes qui sont dans la même situation que toi pour rendre aussi ton regard sur toi-même acceptable. Il y a beaucoup d'hommes fidèles comme ça, ou de femmes, elles sont entre copines et elles partagent les mêmes idées comme ça. Et elles nourrissent le démon qui est en elles, elles nourrissent le feu qui est en elles. C'est comme un feu et on entretient ce feu. Comment on entretient ce feu ? Vous allez être des consommateurs en fonction de cet état d'esprit. C'est un état d'esprit. Vous allez être un consommateur en fonction de ça. Vous allez acheter des objets, etc. Par exemple, j'ai pratiqué des sports de combat jusqu'à l'âge de 43 ans. Si vous me mettez des gants de boxe dans les mains comme ça, à quoi je vais penser si j'ai mes gants de boxe ? Qu'est-ce que je vais avoir envie de faire avec mes gants de boxe ? Eh bien, la personne, c'est pareil. Elle va s'habiller en fonction de ça. Tous ces achats, elle va les penser dans la séduction. Elle va s'entourer donc de vêtements, d'objets. Si elle a une voiture, elle va prendre la voiture qui va attirer un petit peu le regard. C'est pas forcément une voiture, ça dépend qui elle veut attirer. Elle va avoir un métier en fonction de ça. C'est une névrose, c'est une maladie. Et dans notre société, il y en a pour qui ce n'est pas une maladie, mais qui vont tomber accros de quelque chose. C'est-à-dire parce qu'elles ont eu des mauvaises fréquentations, elles commencent à adopter des mauvaises attitudes, des mauvaises habitudes, elles s'enfoncent. Et il y en a pour qui c'est une véritable maladie, ou c'est une véritable névrose très puissante. Ils l'expriment souvent, j'ai souvent entendu ça. Je ne peux pas faire autrement, c'est trop fort, il faut que je séduise en permanence. Donc il y a plusieurs types de personnes infidèles. Là, je vous parle de personnes malades, de personnes qui vivent. C'est dangereux de vivre au travers du regard des autres. Tu deviens une putain, tu deviens une prostituée, quoi. Tu vas tout faire pour en permanence séduire ton environnement. Et tu veux séduire tout le monde, quoi. Tu veux que tout le monde t'aime. Donc tu deviens une prostituée. C'est un petit peu, vous savez, à l'image des femmes. Pour moi, une femme qui vieillit, c'est beau. Et je fais pas de cinoche, là. Une femme qui vieillit, qui commence à avoir des cheveux blancs, qui commence à avoir des rides, eh ben c'est beau. Et on a complètement expulsé ça de notre société. On nous met des jeunes filles, on devient pédophile, on nous met des jeunes filles de 16 ans qui deviennent des mannequins, on les maquille comme des hommes et on habitue notre regard à croire qu'on est en train de regarder une femme. En réalité, nous regardons une jeune fille qui est maquillée et qu'on essaie de passer pour une femme. Et c'est ça la référence. Tu dois avoir 16 ans, quoi. Tu ne dois jamais vieillir. On est dans une société qui est hyper perverse. Les messages sont pervers. Donc la femme qui elle vieillit, qui devrait être heureuse, puisque comme dans un troupeau d'éléphants, il y a des anciens éléphants, vous les voyez tous, qui sont ridés.
Vous voyez leur âge, ces éléphants sont magnifiques, ils sont une référence. Et il y a une forme de place, on est encore dans la place. Quelle est la place des anciens? Plus personne ne tient sa place dans cette société. Les jeunes donnent des conseils aux vieux, hein. Les jeunes insultent les vieux, etc. Il y a tout un mouvement qui s'est passé aussi dans cette société, il faut bien le comprendre, et on vit au milieu de tout ça. On est dans une société qui est en train de se perdre complètement, qui est en train de se déstructurer et s'effondrer sur elle-même. Alors, comme si ça ne suffisait pas d'être né soi-même simplement dans une famille qui fonctionne très mal. En plus de ça, on a cette société qui vous rappelle en permanence, au travers des médias, au travers de tout un tas d'outils, qui vous appelle à devenir consommateur, à devenir séducteur, à devenir adultère, à devenir infidèle. C'est partout. Et pour ceux qui s'intéressent aux méthodes commerciales, qui s'intéressent au système économique, qui nous prostituent, qui s'intéressent vraiment, qui sont vraiment dans un éveil élevé, je pense que vous me comprendrez. Parce que la personne, elle a un démon en elle. C'est un démon. L'adultère est un démon. Et elle peut jouir de deux façons. Plus la personne devient perverse, plus elle bascule dans le côté obscur, plus vous allez voir que la situation va devenir pervers avec vous, le conjoint, quand vous voulez l'aider. Parce que plus elle est perdue, plus en fait elle est percée, plus il y a de trous. Alors elle va faire souffrir les personnes qu'elle fait courir. Et elle va vous faire souffrir vous aussi, et elle va se nourrir aussi de votre souffrance. C'est-à-dire qu'elle a tellement un tel besoin d'être reconnue, d'être aimée, qu'au travers de votre souffrance, elle ressent une satisfaction. Si tu souffres, si j'arrive à te faire souffrir, si j'arrive à te faire du chantage, même à te faire taire, parce qu'elle peut vouloir contrôler vos pensées, je t'interdis de m'accuser de quoi que ce soit, alors qu'elle est en train de le faire, c'est une vraie mythomane. Et d'arriver à vous faire taire, avoir de la puissance sur vous, c'est nécessaire. Parce que souvent, la victime de la perversion narcissique est dominée, et elle a besoin, elle, de dominer quelqu'un. Et c'est comme, vous savez, les poupées russes, quoi. Il y a les poupées, il y en a une qui rentre dans l'autre, il y en a toujours un pour dominer l'autre, quoi. Pour se rééquilibrer, pour ne pas se ressentir être, je m'excuse de l'expression, être une merde. Parce que souvent les victimes disent ça, je suis une merde. Et le lendemain, elles sont extraordinaires. Alors, je suis la meilleure, je suis ci, je suis ça, je suis le meilleur. Et des fois, c'est... Alors, on est un petit peu comme dans le cadre de la bipolarité, hein. Il y a des changements d'humeur, il y a ce que je pense de moi qui change en permanence, mais rien n'est stable. Et elles se sont construites dans un environnement qui n'est pas stable. La mère, un coup, est la mère, un coup, elle n'est plus la mère. Le père, c'est pareil, personne ne joue son rôle. Et tout est comme ça. Alors, il y a la conscience et il y a l'inconscience. Disons que le cerveau, comme je l'expliquais dans une vidéo, c'est un peu comme un pilote automatique. Il va te réclamer de la nourriture pour t'équilibrer psychiquement, quoi. Si tu n'arrives pas à trouver la bonne nourriture, tu vas aller en prendre de la mauvaise qui t'empoisonne. Mais c'est comme un régime alimentaire. L'adultère, c'est la mauvaise nourriture. C'est comme si tu bouffais que du sucre. Tu bouffes du sucre, tu bouffes du sucre, tu bouffes du sucre. Donc il y a une recherche comme ça d'équilibre dans les relations. Et j'ai besoin de m'équilibrer. Alors, j'ai besoin d'être reconnu. Comment je peux être reconnu? J'ai un sexe. J'ai un sexe. Ça, c'est un outil. Depuis l'enfance, j'essaye de trouver tout un tas d'outils pour être aimé. Ça peut être dessiner. On va me reconnaître comme dessinateur. On va me reconnaître comme bricoleur. On va me reconnaître comme... Mais la personne a été brisée dans tout ce qu'elle a présenté. Elle a été brisée dans ses initiatives. Et elle sait, elle ressent qu'il y a ce phénomène scientifique. Si je regarde l'autre comme ça dans les yeux, il me regarde dans les yeux, il m'aime, voilà, j'existe, je suis reconnu. Mais après, il faut aller plus loin, sinon l'autre, elle se lasse. Alors on va vouloir aller plus loin. Et après, le plus loin, c'est entrer dans l'adultère, c'est entrer dans la sexualité. Dans la sexualité, je vais devenir un expert. Je vais tout faire pour apprendre à toucher à tous les petits boutons, faire jouir l'autre, et là, je deviens quelqu'un d'extraordinaire. Parce que la personne n'a des fois plus que cet outil pour se sentir vivante, pour se sentir acceptée, pour se sentir être une personne valable. C'est une véritable toxicomane. Et vous qui voulez aider, où en êtes-vous dans votre relation? Est-ce que la personne est épuisée? Est-ce que la personne n'en peut plus? Est-ce que la personne est dans l'éveil? Ou est-ce que la personne est tout simplement prise dans ses mécanismes?
Est-ce que vous avez déjà vu la difficulté d'aider un toxicomane à arrêter et souvent des toxicomanes qui veulent arrêter. Ben, c'est un petit peu la même chose. La personne, elle a besoin de dire les choses. Mais dans cette société, dire je suis dans le cadre de l'adultère, c'est une honte. Alors la honte, j'ai dit, je vais développer dessus sur une vidéo, mais le premier point de la honte qui nous fait du mal à tous, c'est que dans cette société comment dire, qui est dans la compétition, où on ne peut pas faire voir ses faiblesses, permet au mal de s'étendre. On n'en parle pas, donc on ne peut pas changer. Pour changer, il faudrait déjà parler et dire voilà, j'ai ce problème. C'est comme si vous aviez une maladie, vous allez chez le médecin, mais vous lui dites que tout va bien. Il ne va rien se passer, quoi. Donc on a du mal dans cette société. Je ferai une vidéo vraiment spéciale pour la honte, pour expliquer les dégâts de la honte. Donc la personne arrange en permanence la réalité, elle devient mythomane, hyper manipulatrice, elle est très fuyante, elle veut contrôler l'extérieur. Mais tout ça, il y a un point de départ, c'est sa construction psychique dans le milieu familial. Elle est née en captivité, et elle ne sait plus du tout comment fonctionner, et elle ne sait plus du tout comment s'équilibrer. Donc j'ai expliqué, personnellement, moi je suis dans un exil, et je me suis écarté de ceux qui me vidaient. J'ai mis de la distance à la fois physique et de la distance psychologique. Le recul, j'ai pris du recul sur moi-même, sur ma situation. On me dit, mais qu'est-ce que j'ai, quoi ? Qu'est-ce que je fous ? Qu'est-ce que je fous avec ces personnes ? Qu'est-ce que je fous avec ces personnes ? Et j'ai commencé à devenir un séducteur, même avec des personnes âgées. Mais quand je dis un séducteur, c'est faire plaisir à des personnes âgées, à entretenir de nouvelles relations. Donc on me regarde. J'ai toujours ce regard, j'étais dans une quête de ce regard. Mais après, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'est étonnant, il y a des gens qui me regardent toujours de la même façon et de la bonne façon. Il y en a qui me critiquent, il y en a c'est ceci. Et à un moment donné, j'ai commencé à recréer un environnement sain. Et là, je trouve ma nourriture, je trouve mon équilibre. Il y a des personnes qui me regardent depuis toujours de la même façon, qui me considèrent depuis toujours. Et quand je passe du temps avec eux, j'ai une nourriture presque multidimensionnelle, mais ça bouche les trous, il n'y a plus de trous, quoi. Je me vide plus. Et je n'essaie pas, au travers du sexe, de me remplir. Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut se remplir en permanence, elle veut se remplir comme ça. J'ai arrêté d'attendre du monde, d'être accepté par tout le monde. Non, je ne serai pas accepté par tout le monde ne m'aimera pas. Tant pis. Et je passe réellement du temps. Donc j'ai recréé, depuis cet exil, à l'endroit où je suis, c'est un lieu vierge. Et je me recrée, d'autres relations, un autre métier. Puisque je l'expliquais, il y en a beaucoup aussi qui vont choisir un métier. C'est souvent un métier où on rencontre beaucoup de monde. Ça peut être aussi un métier dans le milieu de la nuit. Ça peut être un métier où on se déplace beaucoup. Et on est un petit peu insaisissable. On va choisir comme ça. On va s'enfoncer, véritablement. Les personnes s'enfoncent et s'enferment complètement dans un mécanisme, et elles ont le sentiment que ça ne puisse pas être autrement. Elles ne comprennent pas cette histoire d'équilibre psychique. Elles ne le comprennent pas. Elles ne comprennent pas qu'il y a vraiment des vases communicants, que tous les sujets des vidéos que j'ai faits, ce sont des sujets un petit peu comme s'ils discutaient entre eux. Les choses discutent entre elles. De se resituer dans un échiquier, trouver sa place, redéfinir la place des autres. Après, il faut un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place, pour que tu comprennes. Et que tu t'isoles aussi de cette société, puisque moi ça fait plusieurs années que je vis là. Et je n'ai plus de télévision par exemple. Je ne laisse pas un appareil m'imposer des images. Je ne laisse pas un appareil m'imposer des idées, comme la publicité, etc. Je choisis mes programmes, je vais sur internet, je choisis ce que je veux voir. Et l'infidélité, par exemple, aussi, parce qu'Internet est dangereux aussi, c'est la pornographie, on va vous faire des mises en scène tout le temps d'adultère, etc., comme si c'était super excitant de tromper l'autre. On est dans une société qui est aussi dans l'inversion, donc c'est un feu qui est en soi, et ce feu va s'éteindre. Mais ce feu peut se rallumer, il pourrait se rallumer. Simplement, c'est plus difficile qu'il se rallume une fois que tu as compris les choses. Une fois que tu as compris le mal que tu fais aux autres, une fois que tu t'es reconstruit, une fois que tu t'es rééquilibré,
C'est quasiment impossible que le feu se rallume, quoi. Il faudrait se retrouver bloqué dans une situation, et je ne suis pas certain que même bloqué dans certaines situations, vous n'ayez pas la force, parce que c'est un combat. Quand je discutais de fidélité autour de moi ou dans des vidéos, les personnes me disent ouais mais David, il y a le corps, il y a les pulsions du corps, on est aussi des animaux, on a besoin de se reproduire. Ok, tu as un corps, mais aussi tu as un esprit. Alors soit tu as un esprit, soit tu n'en as pas. Soit tu possèdes suffisamment de toi-même, c'est-à-dire que tu as une vraie puissance. La puissance, c'est pas de tirer un coup. Ta puissance, c'est de contrôler ton corps. Parce que sinon, on serait tous des animaux, on serait des bonobos, tout le monde coucherait ensemble, etc. Donc il y a l'esprit aussi de la personne. Par exemple, c'est plus difficile pour une personne qui est très peu cultivée, qui est très peu mature, puisque la plupart des victimes n'ont pas pu entrer dans une certaine maturité, parce que dans ce rôle qu'il y a sur l'échiquier de place, les personnes qui vous contrôlent ne veulent pas que vous deveniez adulte. Elles ne veulent pas que vous deveniez parfaite, que vous deveniez... Non, elles veulent vous contrôler en permanence. Pour devenir adulte, il faut vivre des expériences, les réussir, et accepter de plus en plus de responsabilités, etc. Et continuer à se développer. On est dans un développement. Ces personnes ont été bloquées dans un certain développement. C'est pour ça qu'aussi on retrouve cette forme d'immaturité, de mensonge, un petit peu des comportements avec des caprices comme des enfants. Ils sont bloqués à une étape de leur existence. Et pour aborder l'infidélité, il faut l'aborder aussi avec de la maturité, être adulte. Mais souvent, les personnes ne veulent pas devenir adultes et elles vous disent, les adultes, je les déteste. Mais ce n'étaient pas des adultes, les personnes qui vous ont géré, entre guillemets, qui vous ont contrôlé. C'était des personnes aussi immatures, parce qu'un adulte ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'un adulte? Vous voyez, la redéfinir, parce que souvent, personnellement, j'étais très pauvre par rapport au monde dans lequel je vivais. Ma compréhension, mon regard sur le monde était très pauvre. Qu'est-ce qu'un adulte? Je ne savais pas. Qu'est-ce qu'un frère? Moi, je me suis retrouvé à être le père de mon frère. Je me suis retrouvé à être le grand frère de mon grand frère. C'était mon grand frère. Mais c'était moi le grand frère en réalité. Il n'a jamais été un frère pour moi. Ma mère n'a jamais été une mère pour moi. Et mon père n'a jamais été un père pour moi. Et toi, tu te construis comme ça. T'es un petit peu... t'attends des autres qui réagissent, quoi, qui prennent leurs responsabilités. Alors qu'est-ce que... On est pauvre des fois. Qu'est-ce qu'un conjoint? Et souvent la personne, vous n'auriez qu'à lui dire, bah écoute, si tu as envie d'aller séduire, t'as qu'à être célibataire. Et puis tu vas séduire autant que tu voudras. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi j'ai besoin de toi à la maison, j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de moi. Puisque de toute façon, on réagissait de la même manière, et leurs parents réagissaient avec eux de la même manière. Donc vous n'êtes pas, vous non plus, reconnu, le conjoint. Il n'y a personne qui est reconnu là-dedans. Il n'y a personne à qui on donne une véritable place. Et quand on est en souffrance, quand on est perdu, on a une compassion pour les autres qui est... On a de la compassion. Mais cette compassion, on va la choisir en fonction des circonstances et de nos propres besoins et d'avoir une bonne image de nous-mêmes. Tiens, là, j'ai de la compassion pour cette personne parce que ça ne m'engage pas. Alors vous entendez la personne avoir de la compassion. Elle a de la compassion pour les autres, mais elle n'en a pas pour vous, elle vous trompe. Vous dites, elle est bizarre, elle. Non, parce qu'elle va choisir, des fois de façon inconsciente, avec qui elle va avoir de la compassion. Elle a besoin d'exprimer cette compassion, elle a besoin de montrer qu'elle en a. Donc souvent la personne en réalité n'a pas beaucoup de compassion et elle est très égoïste. Et vous vivez dans une société, où vos malheurs, tout ce dont je parle a une source, elle aurait pu être anéantie il y a plus de 2000 ans cette source. Il y a 2000 ans, on nous fait apparaître le diable, qui vient mettre une confusion absolue dans tout ça. Il y a le diable qui apparaît, qui a exactement tous les mêmes critères que le pervers narcissique. Il change d'identité, il est insaisissable, il divise la parole, etc., etc. Vous prenez toutes les caractéristiques du diable, ce sont celles du pervers narcissique. On a 2000 ans de retard. Mais dans ces 2000 ans de retard, dans ce qui avait été apporté, il y a même plus de 2000 ans, il y a quand même la psychologie qui va naître à un moment donné. C'est-à-dire la science va prendre le relais. Parce que la société, l'humanité, est toujours capable de trouver des remèdes à ces problèmes. Mais on est dans une société où se faire soigner est un business et rapporte beaucoup d'argent. Donc on est un système économique qui n'est pas à notre service, nous sommes au service du système économique.
Donc vous voulez un psychologue, il faut que tu aies du pognon. Et les psychologues, ça les arrange eux aussi de ne pas anéantir la source du problème. On peut l'anéantir, la source. Mais le système économique dans lequel nous sommes nous pousse en permanence à développer des choses de plus en plus perverses. La pub devient de plus en plus perverse, on nous montre de plus en plus de violence, la politique, qui est à l'origine du terrorisme, nous stigmatise le terrorisme qui, lui, n'est qu'un symptôme, tout le monde manipule tout le monde, la perversion s'étend, les manipulations s'étendent, on est dans un renversement, un effondrement psychique. Vous imaginez, on est véritablement dans un vrai bordel. Mais on n'a pas ce sentiment. À partir du moment où tu as ton travail, à partir du moment où tu te sens en sécurité, à partir du moment où tu as ton petit confort, tu as l'impression que tout va bien. Mais en réalité, ça fait 2000 ans qu'on nous prive d'un très grand éveil et d'une très grande compréhension. Et faire de nous des sages, faire de nous tous des gourous. Parce qu'au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Et on ne veut pas, parce que ce sont ces bornes qui veulent continuer à nous diriger. On est dans un vrai sac de nœuds là. Donc voilà, si la personne qui vit ça doit comprendre, elle doit aimer la science, elle doit aimer la psychologie. Et elle doit comprendre qu'elle peut trouver un équilibre, mais elle va devoir changer de place, changer de position, affirmer son soi véritable. Elle doit être entourée de sécurité, pas de jugement. C'est ma façon de voir les choses sur l'infidélité. Je vous le dis bien, il y a des personnes, ça devient un petit peu comme un jeu, c'est des personnes un peu stupides, ok, mais il y a des personnes qui sont véritablement malades. Si vous vivez avec la personne et vous la stigmatisez, vous commencez à entrer dans un rapport de violence, alors qu'en plus, les victimes ne supportent pas de commettre des erreurs, ne supportent pas, ils ont une telle faible estime d'eux-mêmes que ça vient encore plus les effondrer. Et à un moment donné, elles ont besoin d'un asile. À un moment donné, elles ont besoin d'un asile. Mais la personne avec qui vous vivez, est-ce qu'elle est dans ce besoin-là? Ou elle veut simplement un conjoint de circonstances pour continuer son chemin comme elle le fait là, quoi. Il y en a qui acceptent ça. J'ai vu des personnes accepter ça. Et dire, eh ben, je suis trompé, mais c'est pas grave, pourvu qu'elle revienne. Et que je passe du temps avec. Alors vous avez tout un tas de trucs comme ça qui se mettent en place. Vous en avez qui vont même jusqu'à prendre la personne et l'emmener dans des boîtes d'échangistes, par exemple. Ça peut aller très loin, parce qu'après on va de plus en plus loin. C'est comme on commence par fumer un joint, après on est dans une soirée, on se fait un rail et on finit dans des chiottes en train de se piquer, quoi. Donc il y a un chemin, et c'est exactement les mêmes phénomènes. Donc essayez de bien... Si je fais ces vidéos, c'est pour que vous essayiez de bien comprendre comment la personne, elle raisonne et comment elle est enfermée dans ce raisonnement. Et à partir de là, que vous puissiez, vous, avoir la bonne attitude ou prendre les bonnes décisions aussi pour vous-même, pour ne pas vous noyer avec la personne. Il ne s'agit pas de chantage, il ne s'agit pas de... On a des personnes qui ont besoin de guérir et qui doivent s'en rendre compte, qui doivent en prendre conscience. C'est de cette façon, en tout cas, que moi j'aborderai les choses, mais je me protégerai. À votre place, protégez-vous, faites très attention. Il faut bien comprendre qu'une personne qui est dans cette situation, qui se prostitue à vivre au travers du regard des autres, elle ne se respecte pas au fond. Elle le fait croire. Ouais, je veux qu'on me respecte, ceci, cela, je veux porter les plus beaux vêtements. On a le sentiment de quelqu'un qui s'aime énormément et qui se respecte, etc. Ce sont souvent des personnes aussi qui ne se protègent pas. Elles ne vont pas se protéger. Ne se protégeant pas, elles vous mettent, vous, le conjoint, en danger d'être contaminé aussi. C'est aussi ça à prendre en compte. Est-ce que vous vous respectez, vous vous aimez vous-même suffisamment? Vous voyez, on est dans des situations qui sont quand même très particulières. Donc comment vous devez aborder les choses? Pour moi, soit vous êtes deux personnes qui êtes victimes de la perversion narcissique et vous dialoguez véritablement ensemble, vous parlez des choses et vous avez une envie de les changer, et il y a les paroles et les actes. Et la personne qui fait semblant, ça se voit. Parce qu'il y aura la victime qui va vous manipuler pour gagner du temps, et puis il y a la victime qui va être dans un véritable désir de changement et qui va comprendre tout ce qui lui arrive. Et vous le verrez, ça se sent.
La personne qui fait semblant, elle se trahit en permanence. La personne qui vous ment, qui vous manipule, qui vous trahit, ça se voit. Elle raconte des choses. La mythomanie, c'est raconter un événement et le raconter autrement que de la façon où ça s'est passé. C'est complètement romancé. Le problème, c'est que des fois, elle vous raconte quelque chose, et puis une semaine après, elle vous raconte, et elle a oublié qu'elle vous l'avait raconté avec des mensonges. Alors elle vous le raconte autrement. Et vous commencez à vous demander, mais les choses ne sont jamais claires et nettes, quoi. Il y a toujours des ambiguïtés dans les relations, il y a toujours tout un tas de choses comme ça. Il y a des personnes qui s'inventent l'infidélité aussi. Donc ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que vous allez avoir des victimes qui vont vous faire croire qu'elles ont des amants. C'est pour se donner de la valeur, pour vous faire courir, pour vous faire réagir. Elles remettent des mécanismes pervers, c'est-à-dire que même si la situation est un peu différente, elles peuvent remettre dans votre couple. Elle a vu, par exemple, la personne s'est construite avec des disputes entre le père et la mère, sur des histoires de fidélité. Et elle va remettre ces choses-là en place parce qu'elle a besoin de les remettre en place dans son couple et de les revivre, et aussi pour les comprendre. Et en vérité, la personne, elle n'est pas infidèle. Il y en a aussi comme ça. C'est compliqué, hein, c'est pas évident. Mais donc la personne, sachez qu'elle remet, c'est aussi une façon pour elle de remettre en place des mécanismes, être dans ce rapport de séduction en permanence avec l'extérieur, être une personne assoiffée. J'ai besoin de reconnaissance comme ça. Mais c'est un petit peu ce qu'elle vivait, ce qu'elle vit chez ses parents, par exemple. Elle le remet en place avec une tierce personne. Et je remets le cadre de séduction, et là j'obtiens ma séduction, que je n'ai pas obtenue. Donc bien comprendre que les situations se superposent, et la personne réinstalle comme ça en permanence, de façon inconsciente, des situations. Je pense vous avoir apporté un certain nombre d'éléments, un certain nombre de clés pour pouvoir vous comprendre. On pourrait encore développer, hein, parce qu'il y a on peut encore développer parce qu'il y a toutes sortes de victimes. Moi, je tiens vraiment, je ne connais pas toutes les victimes qui sont liées ou qui sont perturbées par rapport à la fidélité et à la séduction. J'ai envie de m'attacher à ceux qui sont nés dans le cadre de la perversion, et qu'est-ce qui peut se passer dans ce dialogue, dans ce langage avec l'extérieur. Comment j'appréhende le monde, comment j'ai appris à raisonner, à utiliser mon corps d'une certaine façon, à m'exprimer. Et comprendre aussi, ça c'est important, je reviendrai sûrement dessus, comme la victime de la perversion narcissique, celle qui est née en captivité, a été touchée dans ses initiatives, la personne, elle sera touchée dans son rythme, et son rythme dépendra de l'extérieur souvent. Et c'est aussi, tout dépendra en permanence de l'extérieur. Et il y a une forme de passivité parfois chez ces victimes, qui fait qu'ils attendent toujours que quelque chose arrive de l'extérieur. J'expliquais par exemple dans une vidéo, il y a des personnes qui disent « Ah, un jour je gagnerai au loto et je serai heureux ». Comme s'ils ne pouvaient pas être heureux tout de suite. Ou un jour je rencontrerai une personne et je serai heureux, comme si leur bonheur dépendait de rencontrer une personne. Pourquoi tu n'es pas heureux tout de suite? Et partager ce bonheur avec quelqu'un d'autre. C'est toujours l'extérieur qui va venir te rendre heureux. Et les victimes de la perversion fonctionnent énormément comme ça. Un jour, quelque chose que. Et puis, tout ce qui arrive à l'extérieur agit sur eux, les angoisse. Ils sont très angoissés. Donc l'extérieur est angoissant souvent pour eux et agit sur eux. Ils vont avoir quelques personnes qui contrôlent comme ça, ils ont besoin de contrôler ce qu'on pense d'eux, qui ont besoin de contrôler les situations, eux aussi, comme les parents l'ont fait. Mais l'extérieur agit énormément sur eux, les influence énormément. Donc la personne qui n'a pas été reconnue, si elle se promène dans la rue, puis c'est une femme et un homme commence à la regarder, ça va agir énormément sur elle, beaucoup plus que quelqu'un d'autre. Si moi je me balade et une femme me regarde avec insistance, je peux la regarder, c'est vrai que si elle est jolie, je peux avoir du plaisir un peu à la regarder, mais je serais capable de continuer, quoi. Je serais capable, et j'ai même pas envie de parler de résistance, c'est même pas de la résistance. C'est aussi, avec la richesse des expériences, de savoir à qui tu as affaire, et de savoir si tu as vraiment envie d'aller un peu plus loin, et même de discuter avec la personne. Des fois tu as envie de tracer, c'est tout, parce que tu vois à peu près à qui tu as affaire aussi. Et les victimes se respectant très peu, elles vont tomber dans toutes sortes de panneaux. Elles sont facilement, on peut les séduire assez facilement parfois.
Voilà, et donc il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte, ou comment la victime interagit avec l'extérieur, comment l'extérieur agit sur elle. Elle a l'habitude de se soumettre, hein, n'oubliez pas. Elle est là, c'est une personne qui est souvent soumise. Donc soumise à un certain environnement, elle aura besoin de soumettre à un autre environnement et retrouver un équilibre comme ça. Le but de ces vidéos, c'est que vous ressentiez les choses, que vous les compreniez et que vous ressentiez à qui vous avez affaire. Pourquoi? Que vous entriez dans une véritable compréhension, les uns et les autres, les victimes ou ceux qui partageaient leur vie. Et à savoir que cette forme de rapport que j'avais au monde où j'étais séducteur, j'ai entrepris ce changement seul. C'est-à-dire que j'ai pas toujours été seul dans ce chemin qui a duré plusieurs années, dans cet isolement, cette forme d'isolement, parce que je ne suis pas complètement isolé, hein. Je suis rarement tout seul la journée et je suis très souvent à droite, à gauche, invité, etc. Donc il ne s'agit pas de devenir ermite, hein. Il ne faut pas devenir ermite. Mais j'ai décidé de changer. J'ai décidé de prendre du recul. J'ai livré un combat. C'est pas en claquant des doigts. Souvent, on veut du plaisir tout de suite. On voudrait un cacher quelque chose, prendre quelque chose qui agisse rapidement et qui nous délivre tout de suite de notre douleur. Et là, il y a un effort à faire. C'est un effort de méditation, de recherche, de compréhension, d'aller marcher. Un effort de dire non aux autres toxicomanes. Non, 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 je ne viens pas. Il y a un effort à faire. Et commencer à goûter à autre chose. Et c'est lent. C'est lent. Les bénéfices sont lents, mais ils sont là. Et entamer ce chemin donc avec certitude. Ayez la certitude de pouvoir changer. Et il n'y a pas besoin de déménager. Il va falloir dire non à ceux qui viennent se présenter à vous et qui alimentent en vous certaines choses. Et vous savez ça, souvent, qu'elles alimentent des choses, qu'elles alimentent le feu. Alors qu'est-ce qui alimente le feu? Tout comprendre. Et se dire, tout ça, j'arrête maintenant, je veux véritablement autre chose. Moi, j'en ai vu très peu dans cette démarche-là. Et c'est donc une décision que j'ai prise. Et j'ai fait ce chemin tout seul. Et les personnes qui m'ont accompagné, parfois, n'ont jamais été favorables à ce chemin-là. C'est-à-dire, j'ai fait de belles rencontres. Mais elles n'étaient pas favorables à la continuité de ce chemin personnel. Elles me contaminaient autrement. Elles étaient porteuses, ces personnes, de démons intérieurs, elles aussi. Et absolument pas dans l'éveil. Alors j'ai choisi à chaque fois de recontinuer tout seul. J'ai dit, je continuerai tout seul. Si je devais partager ma vie avec quelqu'un, je devrais partager ma vie avec quelqu'un qui, entre guillemets, comme parfois on me dit que je suis un gourou, moi je voudrais une gourou et je veux quelqu'un d'éveillé, éveillé sur les sciences, éveillé sur la sociologie, la psychologie, éveillé sur tous ces phénomènes et que nous agissions ensemble sur notre environnement et que ce ne soit pas cet environnement qui agisse sur nous, sur notre foyer, notre famille, etc. Et vous êtes souvent dans cette ambiguïté, vous aussi qui regardez les vidéos, vous êtes éveillé et vous allez être attiré par des personnes qui ne le sont pas. Parce que vous devenez un peu, ça vous donne un peu de consistance, de valeur. Voilà, ça vous donne de l'épaisseur, mais vous allez être très malheureux. Il faut trouver son alter ego. Donc j'ai choisi moi de continuer ce chemin seul par rapport à ça. Et la personne avec qui j'ai passé 25 ans, quand j'ai commencé à m'éveiller, elle n'était pas éveillée du tout. C'est quelqu'un qui vit très instinct les choses. Elle est dans les apparences, elle est dans tout un tas de mécanismes, c'est quelqu'un de bien, ce n'est pas quelqu'un de malsain. Mais au fur et à mesure où moi je m'éveillais, on s'éloignait l'une et l'autre. Voilà. On est en train de s'éloigner. Et du coup, tous les mauvais côtés que je pouvais avoir disparaissent. Je suis capable de m'engager, je suis capable de ci, et puis c'est l'inverse qui se passe, quoi. Vous voyez, l'échiquier se déplace, et ça s'est déplacé, et on se sépare. Je lui faisais peur. Je devenais clairvoyant, je voyais absolument tout ce qui se passait. Et je voyais aussi chez elle, du coup, tout ce qui n'allait pas. Donc elle devenait transparente, elle ne pouvait plus rien me cacher. Alors tout se déplace comme ça. Donc j'ai fait ce chemin seul. Alors qu'est-ce qui aurait pu être favorable dans un couple? La seule chose qui aurait pu être favorable, la seule situation, c'est de vivre avec une personne qui soit véritablement dans l'éveil, dans la compréhension,
et qui ne me contamine pas, qui ne me rabaisse pas. Parce que la personne qui est victime, elle en a marre qu'on lui dise ouais, ça c'est pas bien, ça c'est pas ci, c'est ça, etc. Elle en a marre de tout ça. Elle a passé sa vie à ça. Donc il faut une personne qui est particulièrement éveillée, une personne qui a confiance en elle, une personne qui est solide, qui est très solide. Et qui est suffisamment forte et éveillée pour ne pas se laisser manipuler ou ne pas se laisser dominer, par exemple par moi. Je peux avoir par moments des envies de domination. Nous tous on l'a, par moments on commence un peu à dominer, à l'intérieur. Et il faut une personne aussi qui a du caractère et qui ne se laisse pas trop dominer non plus. On aime bien se faire dominer de temps en temps aussi. Il y en a qui aiment bien. Donc voilà, bien comprendre que ce chemin, ce changement, tous ces changements qui se sont opérés en moi, je me suis battu pour les avoir. Et si vous me rencontriez dans la rue, si on avait des discussions, la première chose que je faisais, c'est d'être authentique. Être authentique. Je ne me positionne pas comme une victime, je me positionne comme un survivant. Je ne me positionne pas comme quelqu'un qui doit changer, qui est mauvais, t'es mauvais, tu dois changer. Je me positionne comme quelqu'un qui doit se délivrer du mal, qui doit prendre à l'intérieur des choses qui ont été induites en nous et les rejeter sur les bonnes personnes. La honte, moi, je n'en veux pas. La honte, c'est pour ceux qui m'ont fait du mal. Et c'est avant tout pour notre société, la honte. Ce sont pour tous nos psychologues qui pourraient se réunir et faire des choses pour dénoncer cet effondrement psychique. La honte, c'est pour tous les autres. Hein. Moi, je vous la rends, la honte. La honte, c'est pour les dogmes qu'on fait apparaître de la magie partout et qui nous ont éloignés des sciences. La honte, c'est etc., etc. Parce que souvent, les personnes qui vous ont fait du mal, elles sont elles aussi victimes de quelque chose qui date de plus de 2000 ans. Donc, à qui revient la honte? Se resituer soi, être soi-même, être authentique et l'imposer. Ou l'imposer. Je suis comme ça. Et si tu m'aimes pas, eh ben, tu vas voir ailleurs. Viens pas me changer. Viens pas me faire ta morale. Tu m'aimes, tu me regardes de la bonne façon, on reste ensemble, on partage des choses ensemble. Mais si tu m'aimes pas, viens pas essayer d'agir sur moi. Casse-toi. Va agir sur les autres. Et imposez-vous, imposez votre soi, ce soi véritable à l'extérieur, et allez vers ceux qui l'acceptent, quoi. Et défendez-vous quand certains essayent de le toucher. Et à partir de là, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez vous rééquilibrer. Parce que vous allez être enfin reconnu scientifiquement dans un monde qui doit vous accueillir scientifiquement. Comme je l'expliquais pour cette fleur, elle est accueillie dans ce monde. Et après, il y a l'abeille qui vient là. La fleur, c'est un sexe. Il faut savoir que les fleurs, pour ceux qui ne le savent pas, la fleur d'une plante, c'est son sexe. Alors vous aimez mettre votre nez dans le sexe de la plante. Parce qu'il y a des parfums, il y a tout un tas de choses. Il fallait le savoir, ça, il faut quand même le savoir. Ben, cette fleur, elle est acceptée. Et elle vit en effet des relations sexuelles. Elle est acceptée par le monde. Elle est belle. D'ailleurs, même vous les arrachez, vous les cueillez parce que vous les trouvez belles. Et vous avez vous aussi, comme cette fleur, besoin d'être regardé de la même manière, aimé de la même manière, senti de la même manière, etc. Et de vivre cette relation d'amour. Voilà, donc, allez la chercher, cette relation d'amour. Puis aussi, pour ceux qui sont dans le cadre de l'infidélité, commencez à vous dire, mais mince, mon conjoint, qui sait quoi? Qu'est-ce que je fais avec? Commencez à le respecter, parce que vous êtes en train de lui faire ce qu'on vous a fait. Vous êtes en train de reproduire un schéma, et il faut briser cette chaîne. Il faut briser tout ça. Voilà, j'espère vous avoir apporté suffisamment de clés. Et puis que vous arriverez à utiliser ces clés pour aller, sur chacun des sujets que j'ai abordés là, aller essayer d'aller plus loin par rapport à votre situation personnelle. Parce qu'on est tous dans des situations les unes plus différentes que les autres. Et à partir de ces clés, c'est de comprendre qu'il y a véritablement un changement et que c'est comme un remède qui agit sur soi pour arrêter d'être des assoiffés complets comme ça et enfin se poser et trouver un équilibre. Mais je sais bien qu'il y en a très peu. Il est souvent trop tôt et il est souvent trop tard. Voilà. Je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.